Salut les mordus. Bon, on n'a rien découvert du tout. Enfin si, on a découvert que le canapé du salon finalement était pas si confortable que ça et qu'on était plutôt des gros branleurs quand il s'agissait de préparer du matos quand c'est pas pour aller à la pêche le lendemain. Mais côté nouvelles espèces, c'était plutôt calme. Voilà, c'était probablement évident pour la plupart d'entre vous, mais au moins c'est dit. Quand j'ai écrit le script de la vidéo de mercredi, j'ai laissé volontairement tout un tas de petites incohérences, de petits indices dans le texte qui auraient dû vous mettre la puce à l'oreille. Et évidemment, ce qui aurait dû le plus vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il n'y avait aucune source. Et évidemment, pour m'amuser, j'ai essayé de rassembler autant d'éléments du putaclic que je pouvais. Par exemple, le smiley qui fait... Bref, on va pas revenir dessus, a priori la date devait suffire à vous alerter. Mais on va en profiter quand même pour aborder quelques petits points qui sont assez intéressants et vous donner quelques clés pour vérifier des informations que vous voyez et essayer de tirer le vrai du faux dans un débat. Le 1er avril, d'une certaine manière, c'est un petit peu la journée mondiale de l'esprit critique. C'est le jour de l'année où tout le monde va faire attention à ce qu'il lit, à ce qu'il entend, à ce qu'il voit, et va chercher des sources pour éviter de se faire avoir. Le 2 avril, en général, c'est le jour de l'année où tout le monde, ou presque, oublie ce qu'il a appris la veille et se remet à gober tranquillement toutes les conneries qui passent sur leur écran. Et en cette période de coronavirus, je peux vous le garantir, je commence sérieusement à me demander si la pandémie mondiale la plus dangereuse actuellement est vraiment celle du Covid ou si c'est le manque d'esprit critique. Bref, nous vivons une époque assez paradoxale. Aujourd'hui, l'information est partout, elle est très accessible, et pourtant, malgré la disponibilité quasiment totale de sources valides, sûres, eh bien, on n'a jamais été aussi divisé et aussi mal informé. Du coup, cette vidéo va avoir pour but de vous donner quelques clés pour apprendre à déceler les informations douteuses. Et c'est un peu toute la raison d'être du format H2Ox. Alors, on est parti! Alors déjà, il faut, d'une manière générale, toujours se méfier des explications trop simples, des propos trop affirmatifs, qui vont ne donner qu'une seule cause à un problème. Du coup, exit tous les trucs du genre « Non, mais c'est sûr, c'est de la faute des viandards s'il n'y a plus de fiches. » Ou encore « Non, mais si les poissons ne passent pas le barrage, c'est à cause du silure. » Ça, c'est ce qu'on appelle un sophisme de la cause unique, et c'est de la merde. Mais on en voit absolument partout, dans la bouche de certains de nos politiciens, par exemple. Mais bon, restons sur la pêche. Nos milieux aquatiques subissent de nombreuses perturbations. Dérèglements climatiques, artificialisation des berges, rejets industriels, domestiques, arrivée de nouvelles espèces, bref, j'en passe. Mais de fait, les problèmes que nos milieux aquatiques rencontrent sont souvent multifactoriels. Il est donc de bon ton de se méfier des réponses un peu faciles à nos problématiques, des raisonnements à l'emporte-pièce ou des boucs émissaires tout trouvés, sous peine d'investir de l'énergie, du temps et des moyens considérables pour un résultat qui ne sera pas à la hauteur. Par exemple, passer un secteur en no-kill en espérant augmenter les populations alors que c'est la qualité du milieu qui pose problème, c'est un peu comme filer des laxatifs à un mec qui chie pas parce qu'il a rien à bouffer. Il n'en ressortira rien. Ensuite, le meilleur moyen de vérifier une information transmise par un article, une vidéo ou Dieu sait quoi, c'est les sources bibliographiques. Un article traitant d'un sujet en particulier se doit de pouvoir justifier ses dires par des publications, qu'elles soient scientifiques, législatives ou médiatiques, par exemple quand on rapporte les propos d'une personne. Du coup, des propos non sourcés doivent absolument vous alerter sur la potentialité qu'on soit en train de vous raconter de la merde et de vous prendre pour un gros jambon. Et il ne faut pas hésiter non plus à aller faire quelques recherches de votre côté si ces sources manquent à l'appel. Alors oui, je vous le concède, ça prend un peu de temps. Mais au moins, vous aurez des bases solides, sûres, sur lesquelles réfléchir, et ça, au final, ça va vous en faire gagner. On vous met d'ailleurs en description de la vidéo une liste d'outils qui vous permettront de vous renseigner de manière certaine sur les poissons et les milieux aquatiques.
Et sachez un truc, personne ne pourra jamais vous reprocher légitimement de demander des sources à quelqu'un qui affirme quelque chose. Quand une personne affirme l'existence d'un phénomène, la véracité d'un fait, c'est toujours à elle de prouver ses dires. Parce que la méthode scientifique ne permet pas de prouver l'inexistence de quelque chose. Je dis ça parce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux des gens qui prennent la mouche quand on leur demande d'étayer leurs propos, voire parfois même des sortes d'experts autoproclamés qui essayent de faire passer leurs idées pour des vérités absolues et se réfugient derrière leur prétendu statut d'expert lorsqu'on leur demande de prouver ce qu'ils avancent. Non mais attends, là, moi je t'apprends la vie gamin, tu sais combien je fais de brochets à l'année? 200 brochets à l'année, alors moi je sais de quoi je code. Ou mieux, de gens qui évoquent sans cesse des études ou des experts sans jamais rien fournir de tangible. Bref, ça c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Et c'est de la merde. Et cet argument d'autorité, on l'appelle également argument de la blouse blanche, surtout quand il touche à des experts scientifiques. Et bon, vous voyez, je porte la blouse et ça ne veut pas forcément dire que j'ai une formation scientifique. Bon, j'en ai une. Par contre, je suis pas biologiste. Et vous avez vu récemment que je ne dis pas forcément toujours la vérité. Bon, ceci étant dit, il faut quand même garder à l'esprit qu'il existe une différence fondamentale entre dire « Non mais j'ai observé une diminution de mes captures quand le silure est arrivé sur le secteur, c'est sûr », et affirmer que « C'est le silure ça, sur mon secteur, le silure il a tout bouffé, il a plus rien ». Chacun est tout à fait en droit de se montrer observateur et de partager avec d'autres ce qu'il voit et ce qu'il en pense. C'est même la base d'un débat sain et raisonnable. Et ça peut même ouvrir la voie à des études sérieuses. C'est d'ailleurs pour cela qu'une étude scientifique menée correctement contient toujours une partie résultat qui présente les données brutes, généralement sous forme chiffrée, et une partie discussion où les auteurs replacent l'étude dans le contexte, précisent les conditions expérimentales et évoquent les conclusions qu'ils peuvent tirer de ces résultats. D'ailleurs, prendre les résultats d'une étude sans avoir conscience du contexte et des conditions de l'expérience, c'est souvent un peu foireux. Prenons un exemple qui devrait parler à bon nombre d'entre vous. Les articles du site Truite et compagnie qui traitent de biologie ou de gestion. Alors déjà, ces articles mentionnent bien leurs sources. Et puis, dans chacun d'entre eux, l'auteur prend le soin de bien distinguer les affirmations qu'il tire de publications scientifiques et ses propositions personnelles en termes de gestion. Et encore une fois, on insiste un peu sur ce point, ce n'est pas parce que vous avez observé quelque chose que c'est la norme. Vous pouvez tout à fait mentionner que cela existe, demander à des gens s'ils ont eu des observations similaires, mais vous ne pouvez pas affirmer une chose que vous avez vue une fois comme une vérité générale. On a un exemple très parlant de ce genre de phénomène dans les discussions autour du no-kill. Bon nombre de pêcheurs vont vous affirmer, bec et ongles, que les poissons survivent systématiquement car il leur est déjà arrivé de reprendre plusieurs fois le même poisson. Ce qui est d'ailleurs bien dommage parce qu'on a en fait des études assez sérieuses sur le sujet. On vous en met une en description qui résume une bonne partie de ce qu'on sait actuellement. Bref, vous conviendrez certainement que le niveau de force de la preuve est un peu léger là. En fait, ce serait un peu comme affirmer que les inégalités salariales entre les hommes et les femmes n'existent pas sous prétexte que vous connaissez une femme qui gagne plus que vous sur un poste similaire. Enfin, si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, on est content de vous voir. Parce que vous êtes vraiment pas nombreuses. Et on vous voit pas, mais vous m'avez compris quoi. Bon, pour terminer sur les sources et les arguments, retenez une dernière chose. Citer des études scientifiques ne fait pas tout. Déjà parce que toutes les études scientifiques ne se valent pas, et des études foireuses, ça existe. Il y a même toute une pléthore de journaux qui ne publient que ça. Ça s'appelle des revues prédatrices, et je vous invite, si vous êtes curieux à ce sujet, à regarder cette petite vidéo que je vous mets dans les fiches. Mais surtout, il est parfois très facile de déformer les propos, de tordre une étude pour lui faire dire ce qu'on veut. Certains s'en sont même déjà fait une spécialité, je pense notamment à Zoopolis, qui prend un malin plaisir à mélanger les notions de stress biotique et de douleur en empruntant des raccourcis grossiers qui mènent jusqu'à la douleur consciente telle que nous l'apercevons nous autres, humains. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que l'anthropomorphisme, c'est une des erreurs les plus fondamentales quand on étudie les animaux.
Nous avons d'ailleurs déjà publié 2 posts Facebook avec un retour critique sur leurs propos et sur le détournement des sources qu'ils citent. Et nous y reviendrons très probablement à travers une ou plusieurs vidéos, histoire de passer en revue leur argumentaire et au passage de faire un peu de réinformation. Bon, après il y a tout un tas de notions que j'aimerais bien aborder quand même dans cet épisode, par exemple le random bullshit language qui consiste à noyer ses interlocuteurs dans un vocabulaire scientifique souvent très mal maîtrisé pour épater la galerie. Puis aussi il y a parfois l'erreur pure et simple qui découle de biais statistiques, expérimentaux, voire même cognitifs quand il s'agit de constatations personnelles. Bref, toutes ces notions, l'art d'éviter ces erreurs, se rattache à ce qu'on appelle la zététique. J'en profite donc pour vous inviter dans un monde de doute et de remise en question. Parce que si ce n'est pas forcément toujours une position très confortable que de douter de ce qu'on sait, eh bien ça reste le meilleur moyen d'éviter de se faire intoxiquer par des fake news et de raisonner efficacement sur la base d'un savoir à peu près propre. Il y a toute une tripotée de chaînes sur YouTube qui sont carrément intégralement dédiées à la zététique. Je pense notamment à la Tronche en Biais, qui sont de très bons potes à moi et que je salue au passage pour leur formidable travail. Bon, faut s'accrocher un petit peu pour suivre, mais ça vaut le coup. Sinon, pour débuter, s'initier à la pensée critique, il y a également la chaîne Hygiène Mentale que je vous recommande très fortement. Je vous mets tous les liens dans la description, allez jeter un petit coup d'œil. Vous y trouverez entre autres des petits tutos, par exemple comment remonter la trace d'une image et savoir dans quel contexte elle a été utilisée et à quelle date. Vous pourrez également apprendre à évaluer la fiabilité d'une source médiatique ou identifier les biais qui peuvent nous affecter et apprendre à vous en prémunir. Bref, tout un tas de trucs super utiles pour essayer de vous rapprocher un peu plus de la vérité. Alors bon, là je vous en ai cité 2, mais il y en a plein d'autres, d'Effecator dont je connais un peu moins le travail, ou de Sciencoder, qui eux prennent des cas concrets et les décortiquent sous vos yeux. C'est assez intéressant à suivre aussi. Et d'une manière plus générale, les vulgarisateurs abordent quasiment systématiquement ces notions à un moment ou à un autre, et de manière plus ou moins ostentatoire. C'est le cas par exemple de chaînes comme Science Étonnante, Dirty Biology, que je vous recommande assez vivement, mais je vais m'arrêter là parce que sinon cette vidéo va durer 2 heures. Du coup, je vais conclure là-dessus. Alors on a évoqué pas mal de choses, des outils, des chaînes, des posts, je vous remets tous les liens dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, eh bien pensez à nous mettre le sacro-saint pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et pensez à nous mettre également un petit commentaire pour nous dire si vous avez envie de devenir zététicien, par exemple. Franchement, juste pour le nom, moi je dis ça pète. Voilà, sinon restez chez vous, prenez soin de vous. Et surtout, soyez curieux, gardez la pêche, et moi je vous dis à la prochaine.